Pas de ça ici, bien sûr. En plus, je voulais vérifier parce qu'en général, j'essaye de ne pas en mettre, mais bon, voilà, l'erreur est humaine. Et dans cette aile sur Commune Maybe, alors j'ai un doute. J'ai un doute à Galdian, mais je pense que ça demanderait une recherche scientifique assez poussée pour pouvoir répondre à ta question de façon péremptoire. Mais c'est-à-dire perpendiculaire, pour ceux qui ont la ref de Camelot. Voilà, voilà. Donc, Femmes du néolithique, c'est un article du CNRS, le journal, et Société paléoanthropologie. Femmes du néolithique, donc c'est l'article 1, une société au microscope. J'ai baissé encore un tout petit peu la musique quand même. Alors, donc l'article, là, il est marqué 14 minutes, hein, il est peut-être un petit peu long. Mais voilà, c'était un article en 2 parties. La deuxième partie, on l'aura le 16 et donc je pourrais vous le proposer mercredi prochain. Un vaste programme de recherche revisite la place des femmes et des hommes il y a 10 000 ans. Ces nouvelles explorations de restes humains fossilisés aident à cerner le rôle des Lady Sapiens, loin des stéréotypes, des analyses qui mènent manipulation de précision et haute technologie. Nous sommes au 5e millénaire avant notre ère, dans les premières sociétés agro-pastorales du néolithique, sur le territoire actuel de la France. C'est le moment où s'opère la transition entre un mode de vie de type chasseur-cueilleur vers une économie de production agricole et pastorale. Quelle était alors la place des femmes? Se déplaçaient-elles beaucoup ou étaient-elles plutôt sédentaires? Avaient-elles une activité physique différente de celle des hommes? Que mangeaient-elles? Et comment choisissaient-elles d'allaiter leurs enfants? Alors, je ne sais pas si vous le notez, mais en gros, l'idée, c'est essayer de sortir du stéréotype homme aller chasser, femme dans grotte, faire manger, occuper bébé. Voilà. L'idée, c'est d'être quand même peut-être un petit peu plus précis sur tout ça. Dans le cadre du programme de recherche Women So Far, Histoire de vie et place des femmes chez les premiers agro-pasteurs, une équipe de bio-anthropologues associée à des généticiens, des archéologues, des archéozoologues et des archéobotanistes, il y en a du monde, en gros pas mal de monde pour essayer de comprendre justement comment était la vie à cette époque-là sous plein de plans différents. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que la recherche sera, entre guillemets, riche, sera croisée et ce qui est hyper important quand on veut être précis, tout simplement, et prendre l'ensemble du contexte en considération. Et j'ai même oublié des géochimistes et des ingénieurs en statistiques et pratiques numériques est aujourd'hui en partie en mesure de répondre à ces questions. Nous avons voulu explorer la place des femmes, non pas en tant qu'individus déterminés par un sexe biologique opposé aux hommes, mais en tant que personnes ayant eu une histoire de vie qui peut être mouvante, bébés, filles, femmes et femmes âgées, et complexe, union, mobilité, maladie, famine, etc., explique Gwenaëlle Good, coordinatrice du projet. Le stéréotype de la femme préhistorique. Il s'agissait de considérer les individus en dehors des genres, précise la chercheuse, pour sortir des approches qui reposent sur une vision binaire, des structures genrées et sont régulièrement remises en cause, car faiblement appuyées sur des preuves matérielles. Les stéréotypes de la femme préhistorique supposée frêle et recluse dans des grottes a été opposé pendant longtemps à celui d'un homme préhistorique fort et triomphant à la chasse. Donc ça, effectivement, c'est le stéréotype qui est encore très trop présent dans notre société, mais au final, quand on creuse, il n'y a pas tant que ça de preuves de tout ça. Ce sont des dires peut-être issus du patriarcat, je ne sais pas, j'imagine, je fais que penser à voix haute.
Donc, différentes recherches ont tenté de mettre à mal ces représentations caricaturales pour redorer le blason d'une Lady Sapiens plus émancipée. Mais si aucune étude archéologique n'exclut la participation des femmes préhistoriques à toutes les tâches, éducation des enfants, confection d'outils et d'armes, collecte et cueillette, traitement du gibier, voire participation à la chasse aux petits et grands mammifères, les différentes théories qui se succèdent sur leur place dans la préhistoire sont impossibles à généraliser en raison du grand nombre de contre-exemples, rappelle Gwenaël Good. C'est pourquoi une approche résolument scientifique et raisonnée a présidé à l'élaboration du projet Women So Far. Pour mener l'enquête, les chercheurs ont repris des restes humains anciens, des ossements et des dents pour l'essentiel, afin de les faire parler, grâce à des techniques nouvelles ou plus perfectionnées, permettant d'en savoir toujours plus sur nos ancêtres. L'originalité de cette étude, estime Gwenaël Good, est de baser la réflexion sur les témoignages biologiques qui résultent en partie de comportements sociaux. Je ne vais pas spoil, je vais éviter de spoil parce qu'il me semble qu'ils en parlent juste après. Donc, ce qui est pas mal, c'est déjà, ils remettent en contexte le pourquoi ces études, comment, avec qui y a participé, dans quel contexte, etc. Enquête dans la bibliothèque des ossements. Pourquoi les ossements ? C'est peut-être parce que c'est une des traces du passé qu'on a. Point de départ de l'investigation, l'ostéothèque de Pessac en Gironde. Impossible de soupçonner que cet immense hangar, situé à quelques encablures de la faculté de Bordeaux, stocke dans des boîtes en carton les restes humains de collections issus de plus de 350 sites de fouilles archéologiques français et de l'étranger. Les plus anciennes datent du Mésolithique, moins 11 000 à moins 5 500 avant notre ère. On est avant ou après la culture Yamnaya ? Je parie sur avant, mais je ne sais pas. Je t'avoue que Yamnaya, ça ne me parle pas, mais je ne suis peut-être pas la plus solide sur mes appuis par rapport à ça. Ouais, non, je saurais pas te répondre. Je sais même pas, tu vois, je saurais même pas te dire si tu essayes de me troll ou pas. Mais c'est pas ma spécialité. Là, les articles de fin, c'est parfois aussi des articles où je suis pas sur ma spécialité, et en même temps, on va parler d'os, donc peut-être que quand même, j'aurais des choses à dire, même si je suis pas archéologue. Donc déjà, moi, ouais, j'avoue que l'ostéothèque de Pessac, je ne connaissais pas, et je trouve ça assez fabuleux. Si ça n'a pas été volé à des pays, bien sûr. Sur une grande table, les archéo-anthropologues Stéphane Rottier et Samuel Bédécarin ont posé un céphalomètre. Un céphalomètre, je suppose, pour mesurer la taille du crâne. Un pied à coulisses, il suffit que je clique dessus, je suis nouille. Instrument utilisé pour la mesure des crânes. Voilà, c'est bon. Mon honneur est sauf. Un pied à coulisses, un mandibulomètre, donc pour mesurer la mandibule, des dents, quelques humérus et des fémurs. Bah oui, qui n'étale pas ça sur une table ? Voilà. Que quand on tombe sur un os. Oh ! Grâce aux analyses ostéologiques, examen des os, d'ADN et au carbone 14, ces éléments ont déjà été étudiés et datés. Donc déjà, les dater, c'est déjà pas mal. Les étudier, peut-être les resituer dans au niveau historique et géographique aussi. Les chercheurs savent notamment s'ils proviennent d'adultes ou d'enfants, d'hommes ou de femmes. Mais il faut sélectionner les restes les plus pertinents pour le projet, ceux assez bien conservés pour être soumis à de nouvelles analyses. Au total, les restes d'environ 130 individus, dont une cinquantaine d'enfants, provenant de plusieurs régions françaises, ainsi que du site algérien de
Kolumnata et du site marocain de Rouazi à Shkirat vont être examinés. Donc là, on est la partie sélection, sur quoi on se base, sur des os, on les sélectionne. Il y a des enfants parce que comme on l'a vu, l'idée c'est de voir aussi la vie des femmes du néolithique, mais enfants, filles, femmes âgées, dans toute l'évolution aussi dans le temps. Non, je viens de vérifier, c'est bien avant l'origine des langues indo-européennes dont les locuteurs surnommés Yamnaya ont été retracés par les linguistes et les analystes. Ok, je n'étais pas au courant de ça, Ice Club, tu me l'apprends. Si tu as un article dessus, n'hésite pas à l'envoyer sur le Discord. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez. Je remets tous les articles qu'on traite ou les vidéos qu'on traite pendant le stream, je les remets sur le Discord. Et puis, c'est aussi un endroit où vous pouvez vous retrouver pour papoter, échanger des recettes, des photos de chats. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc là, on a Stéphane Rottier, je suppose que c'est lui, et Samuel Bédécara, qui examinent un fémur humain au laboratoire de la préhistoire actuelle, culture, environnement et anthropologie. PACEA. Ouais, je suppose que là, c'est le fémur, ok. Après, c'est dur parce que je ne sais pas si il a l'air non complet. Différence écologique. Nous travaillons sur un transect nord-sud. Qu'est-ce qu'un transect, me diriez-vous? Et vous auriez raison, parce que je ne le savais pas avant de cliquer dessus. C'était souvenir d'une vidéo de Nota Bonus. Ok. Donc, transect, qu'est-ce qu'un transect? C'est une ligne fictive ou naturelle entre deux points d'un paysage, d'un environnement ou d'une unité géographique et au long de laquelle sont effectuées des mesures ou réalisées des observations et des études. Donc là, cette ligne fictive, c'est un transect nord-sud. Donc, on coupe entre le nord et le sud, qui rend compte de la variété des paysages et des climats, car nous savons que ces différences écologiques peuvent aussi influencer le type de production économique et alimentaire. Ce qui est assez logique. Si vous n'avez pas le même climat, vous n'allez pas, parce que là on parle de société agro-pastorale, si je ne me trompe pas, vous n'allez pas avoir les mêmes cultures, vous n'allez pas avoir les mêmes aliments à disposition. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc effectivement, tenir compte de ça, ça paraît évident, mais bon, faut le rappeler quand même. Ok, j'en avais pas entendu parler. Par exemple, agriculture versus pastoralisme, ressources sauvages versus ressources domestiques, explique Stéphane Rottier. La disponibilité des ressources alimentaires, leur type, leur mode d'acquisition ont potentiellement joué un rôle dans la définition des conditions de développement et de vie dans les organisations sociales et dans l'implication des femmes dans les activités de subsistance. Effectivement, si vous êtes plutôt sédentaire ou si vous êtes plutôt à devoir bouger pour trouver votre nourriture, bien sûr que la société ne va pas se structurer de la même façon. Encore une fois, ça peut paraître une évidence, mais c'est quand même pas mal de rappeler. Parce que là, on part de ce mythe de la femme à la grotte et l'homme qui va chasser. Mais on peut bien sûr imaginer que peut-être pas, et forcément, les conditions générales vont avoir un impact sur la façon dont la société va se monter. À partir de là, les scientifiques s'intéressent surtout à la forme, à l'aspect et à la taille de ces os. Un premier examen à l'œil nu, morphoscopie, fournit de nombreuses informations. Je fais un petit arrêt juste pour vous dire, si jamais vous avez des informations ou vous souhaitez rajouter des informations, intelligence collective, n'hésitez pas. Si je dis une bêtise, que vous vous rendez compte que je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire gentiment, bien sûr. Mais voilà. Si vous avez des questions aussi, sentez-vous libre de poser les questions aussi. Si je peux, j'y répondrai ou peut-être quelqu'un dans le chat aura la réponse. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes.
Donc les os. Les os sont comme les poutres de la charpente d'une église. Selon les forces exercées, ils s'adaptent pour supporter les contraintes. Tout au long de votre vie, en fonction des exercices physiques que vous faites ou non, vous remodelez votre squelette, sur lequel on pourra ensuite retrouver des traces d'usure, microporosité, laissées à la surface des os et au point de frottement. Effectivement, vos os, pour se construire, pour se renforcer, pour faire ce qu'on appelle l'ostéogénèse, donc créer du nouvel os, il a besoin de subir des contraintes. Et d'ailleurs, l'enfant, quand il naît, n'a pas le même squelette qu'un adulte. Il n'a pas un squelette de bipède. C'est tout le parcours qu'il va faire de se retourner, ramper, se mettre à quatre pattes, puis en chevalier servant, puis au fur et à mesure essayer de se mettre sur ses pattes. Tout ça encouragé par les personnes qui l'entourent, parce que l'aspect sociologique est aussi très important dans la bipédie, va stimuler ses os et son ostéogénèse d'une certaine façon que son squelette va finir par avoir la forme d'un squelette de bipède. Mais à l'origine, par exemple, un fémur d'enfant n'est pas le même qu'un fémur d'adulte. Donc voilà, les tibias ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a ce qu'on appelle des torsions dans les os que vous ne retrouvez pas chez l'enfant. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas un squelette de bipède quand ils naissent. Et ce qui est valable pour l'enfant est plus ou moins valable aussi pour tout au long de votre vie. C'est-à-dire que selon ce que vous allez faire, vous allez encourager l'ostéogénèse de vos muscles de telle ou telle façon. Je vais prendre un exemple concret, très récent. Par exemple, j'ai des soucis à l'épaule. Je n'ai pas pu utiliser mon bras gauche depuis plusieurs mois. Et là, je suis tombée sur mon bras, et notamment sur mon poignet, et mon poignet a cassé. Et la densité osseuse de mon poignet était un petit peu moindre que la normale. Mais ça s'explique par le fait que les contraintes que j'ai appliquées sur mon bras, ayant un problème à l'épaule, étaient moindres pendant plusieurs mois. Et donc l'ostéogénèse, mes os, n'ont pas été assez sollicités pour stimuler la fabrication de nouvel os. C'est pour ça qu'il est important de bouger aussi pour stimuler cette ostéogénèse. Ensuite, tout ce que vous allez faire, les exercices, les mouvements répétés, vont, en plus de stimuler cette ostéogénèse, vont aussi user les articulations d'une certaine façon. Et forcément, ce sont des choses qu'on peut retrouver, qu'on peut examiner et qu'on peut en regardant votre squelette, en déduire potentiellement est-ce que vous faisiez tel ou tel sport, tel ou tel type d'activité, tel ou tel type de métier, tel ou tel type de tâche. Et encore plus dans un monde au néolithique où le corps était le principal, on va dire, outil de travail pour réaliser les tâches, c'est vraiment ce qu'on va essayer de retracer à travers l'examen de ces os. Sur les os que nous examinons, il est fréquent de repérer des traces d'arthrose sur les membres inférieurs ou supérieurs, donc des traces d'usure au niveau des articulations. Donc sur les membres inférieurs, les jambes, et les membres supérieurs, les bras. Sur le rachis, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale, sur le rachis, on peut voir des traces de scoliose. La scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les trois plans. J'avais pas pensé, mais je vais vous le. On va aller regarder. On va aller regarder un petit quelque chose. Hop, pour vous montrer la colonne et pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la scoliose. Hop, tac. Pourquoi tu veux pas me l'afficher? Pourquoi? Mhm.
Alors, je vais laisser ça et on va faire autrement. Voilà, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Hop, hop. Votre colonne vertébrale, donc le rachis, on voit que quand on le regarde sur le côté, dans le plan sagittal c'est sur le côté, il y a des courbures. Un creux, c'est une lordose, une bosse, c'est une syphose, et un creux au niveau des cervicales, c'est une lordose. On peut considérer aussi que, par exemple, en bas, au niveau du sacrum, on a une bosse et donc on retrouve aussi une syphose au niveau du sacrum, au niveau du bas. Une scoliose, quand je dis que c'est une déformation de la colonne dans les 3 plans, donc les 3 plans, c'est frontal, sagittal, donc frontal de devant, sagittal sur le côté, et transversal, c'est en gros quand vous regardez du haut, quand vous regardez comme ça. Dans une scoliose, il y a en gros, en général, une, voire plusieurs. Après, il y en a une première qui initie le mouvement. Des fois, ça arrive à 2 endroits de la colonne, mais on va prendre le cas où il y a une scoliose à un endroit en particulier. Votre vertèbre qui va initier la déformation générale, en fait, elle va venir faire une extension, une rotation et une inclinaison. C'est pour ça qu'on dit que c'est une déformation dans les 3 plans. Ce qui va donner, ensuite, quand on pense scoliose, on va penser à une colonne, un dos qui va prendre une forme de S quand on le regarde en frontal, que vous soyez derrière ou devant, vous allez avoir tendance à repérer cette forme de S. C'est ce qu'on visualise le plus quand on parle de scoliose. Mais en général, quand vous regardez sur le côté, vous pouvez aussi retrouver ce qu'on appelle un effacement des courbures physiologiques, c'est-à-dire lordose, syphose, lordose, syphose. Va y avoir tendance en général à ce que ce soit plus droit. Parfois, il me semble, à l'opposé, plus accentué. Mais en général, c'est plutôt un effacement de ces courbures. Et en plus de ça, vous aurez vu qu'il y a une rotation transversale. Il y a une partie qui va tourner, genre imaginons la partie gauche, comment ici elle décide de tourner dans ce sens-là. Eh ben, vous aurez, si c'est au niveau par exemple des côtes, mais même si c'est pas au niveau des côtes, c'est perceptible, vous aurez un avancement d'un côté et un recul de l'autre. Donc c'est ce qui peut faire ce qu'on appelle une gibbosité, c'est-à-dire une espèce de petite bosse au niveau du dos. En général, on voit cette bosse quand la personne va se pencher en avant. On va voir une bosse d'un côté et c'est d'ailleurs la hauteur de la bosse qui va donner aussi l'importance aussi de la scoliose, parce que ça va nous dire est-ce que la vertèbre elle a beaucoup tourné ou moins tourné. Mais voilà, tout ça pour dire qu'une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Voilà. Donc, il y a la forme de S quand on regarde de devant, mais aussi quand on regarde par le dessus, vous allez avoir une rotation aussi qui est faite. Voilà. Et quand vous regardez de côté, vous avez aussi des changements au niveau des courbures physiologiques. Je n'ose pas imaginer à quel point j'ai déformé mon squelette entre mes 200 kilos et mes 15 ans de vie en ne me levant quasiment pas. Alors après, le poids, bien sûr, le poids a un impact sur les articulations. Aujourd'hui, on regarde pour ce qui est des articulations et notamment de l'arthrose au niveau des articulations. On ouvre un peu plus le débat à juste la contrainte physique sur les articulations, étant donné qu'on a pu constater que des articulations comme les mains, donc où cette contrainte mécanique sur les articulations était moindre, était quand même plus touchée chez les personnes en surpoids. Et on tend plus vers une inflammation de bas grade généralisée du fait du surpoids.
Donc voilà, mais c'est sûr que effectivement, au niveau mécanique, il y a quand même une contrainte. Après, te dire que ça a pesé sur ton dos, je ne saurais pas te dire, mais c'est sûr que euh, c'est pas l'idéal pour ton squelette. Et bon, après si tu enfin, en ne te levant pas, je suppose, je sais pas si c'est le fait que tu dois être en fauteuil ou quelque chose comme ça. Après, c'est plus, ça va être plus important chez un adulte qui se retrouve en fauteuil. Son squelette est déjà formé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas quand même falloir avoir quand même quelques exercices de verticalisation ou de choses comme ça. Mais ce sera moins important. Il y a des adultes, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, que lui n'avait pas connu, je crois, quasiment pas la verticalisation en étant adulte. Pour cause psychique, devenir handicap physique par la suite. Ok, d'accord. Mais si c'est arrivé principalement à adulte, ton squelette était formé. Chez les enfants, c'est d'ailleurs ce que je faisais beaucoup, des enfants polyhandicapés, tu es obligé de les verticaliser, etc., pour éviter des déformations, notamment au niveau des hanches, parce qu'en fait, la forme, on va le voir un petit peu ici, hein, la forme, cette forme-là, là, l'angle que fait la tête fémorale pour venir dans l'articulation de l'os iliaque, elle est spécifique à la bipédie et comme je vous disais, elle demande de mettre en contrainte le squelette. Donc, du coup, on est obligé de verticaliser les enfants pour éviter la déformation. Parce que qu'est-ce qui se passe si les enfants ne sont pas levés et qu'on ne met pas leur squelette en contrainte? Déformation au niveau de la hanche, mauvaise couverture et la hanche a tendance à se luxer. Je vous laisse imaginer comment c'est douloureux, etc. Et qu'en plus de ça, derrière, en plus d'être douloureux, forcément, pour la manipulation du patient dans la vie de tous les jours, pour ses activités, etc., pour l'habillage, etc., c'est la M. Voilà. Donc voilà. Mais en tant qu'adulte, le squelette, s'il a été mis en charge, le squelette est formé, il n'y a pas... ça doit être ultra court comme rééducation. C'est surtout que ça demande de le faire très régulièrement, de mettre vraiment, dans un verticalisateur régulièrement l'enfant. J'aurais pas. Là après, ce sont les médecins qui vont déterminer combien de temps, combien de fois par jour, et puis les kinés aussi qui vont s'adapter à la capacité de l'enfant à supporter la verticalisation ou pas. Parce que bon, dans le polyhandicap, vous avez des handicaps uniquement moteurs, mais parfois aussi des handicaps mentaux. Et du coup, parfois, pour certaines raisons, l'enfant ne supporte pas cette position, mais parce que, par exemple, quand vous êtes dans un verticalisateur, alors que vous êtes tout le temps assis dans votre fauteuil, vous êtes très haut. Donc ça, c'est des choses aussi, nous, quand on fait l'appareillage, qu'on doit prendre en compte. Ça peut être aussi parce qu'il y a d'autres troubles physiologiques qui font que c'est pas supportable pour l'enfant. Même si en général, par exemple, ça va être bon pour la circulation sanguine, pour la digestion, pour la sociabilisation. Mais parfois, dans certains cas, ça aura l'effet inverse. Donc, ultra hardcore, je sais pas. Après, je vais pas te dire que ces enfants, de toute façon, s'ils sont en centre de rééducation toute la journée, voire toute la semaine, quand ils sont en temps complet, ils sont pris en charge tous les jours, ils ont la rééducation tous les jours. C'est pas fou, mais c'est pour éviter qu'ils aient des problèmes à long terme. Et puis il y a aussi des bons moments, mais bon, c'est quand même des environnements médicalisés, quoi. Donc voilà, pour vous expliquer un peu la scoliose, on est parti un petit peu, on a un peu digressé, mais au final, pour vous expliquer justement cette histoire d'ostéogenèse et de mise en contrainte des os et de l'importance que ça a, notamment par rapport à la bipédie, mais aussi pour la formation des os, parce que
Si vous mettez mal aussi en contrainte les os ou différemment, derrière, vous aurez aussi un corps différent, quoi. Ce sera un peu différent. Alors, je dis juste une petite astérix par rapport au lordosyphose, les courbures là qu'on voit quand on est sur le côté pour la colonne vertébrale. Vous m'avez bien entendu dire syphose et je n'ai pas parlé que la syphose était une pathologie. Il y a souvent une méprise sur l'utilisation du terme syphose. Donc la bosse que vous avez, celle que vous avez le plus facile à voir chez vous ou chez quelqu'un d'autre, hein, c'est la bosse au niveau de la cage thoracique, au niveau du haut du dos. Et cette bosse, le terme syphose, à la base, ce n'est pas un terme qui désigne une pathologie. Cependant, il existe effectivement des pathologies dans lesquelles cette syphose va être plus importante et il faudra s'en occuper. Donc, parfois, je sais que certains professionnels de santé vont utiliser le terme de syphose au lieu de dire hypersyphose. Il faudrait plutôt utiliser parce que c'est une augmentation de la courbure de la syphose. Mais voilà, c'est des fois par raccourci. Alors, professionnel de santé, est-ce que c'est pas plutôt des gens qui se réapproprient le mot? Mais le terme syphose, à la base, n'est pas signe de pathologie. On a tous une syphose. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. J'en étais où? J'en étais où avant la digression sur la scoliose? Ah, c'est bon. Hop, sur la chaîne, on peut voir des traces de scoliose. Donc, ça aussi, c'est intéressant, les traces de scoliose. Alors, ça ne nous dit pas si elle était idiopathique, c'est-à-dire sans explication, ou si la scoliose est liée à justement une activité particulière. Ça, on n'a pas. À d'autres endroits, des lésions lithiques, perte osseuse. Je n'avais pas entendu ce terme de lésion lithique, donc de perte osseuse, indique une potentielle tuberculose, maladie dont la présence chez les populations préhistoriques a été confirmée par des analyses génétiques. Alors ça, c'est assez fou. Je ne savais pas. Fosia, c'est un Jedi qui a négocié la commande du dernier de clone pour la République. Et c'est pas une pathologie, à moins que je sais plus, c'est les méchants ou c'est les gentils, c'est les méchants. Je sais pas, je sais plus. J'ai pas suivi cette période-là de Star Wars. Donc la tuberculose chez les populations préhistoriques. Os en 3D. Une fois les spécimens les plus prometteurs isolés, les chercheurs déplacent ces ossements vers un bâtiment plus moderne de l'université. Nous voici à Placamat, la plateforme aquitaine de caractérisation des matériaux. Donc c'était bien mat, j'hésitais s'il fallait dire ma, mais c'était bien mat. Plateforme aquitaine des caractérisations des matériaux. Ici, les équipements, microscope électronique et à force atomique, spectromètre, scanner, sont essentiellement utilisés pour les recherches industrielles. Mais les archéologues y trouvent aussi leur bonheur. Tu m'étonnes. Et bizarrement, souvent, il y a quand même pas mal de matos pour la recherche industrielle, pour l'indus, quoi, pour le privé, fabriquer des trucs et les vendre, que pour la recherche. Donc tu m'étonnes qu'ils trouvent des choses cool, quoi. Grâce à un scanner 3D, ils vont pouvoir visualiser des structures internes inaccessibles aux moyens classiques d'observation, révéler l'évolution et le mécanisme de processus pathologiques. Ils vont pouvoir rentrer au cœur de la matière et en plus le visualiser en 3 dimensions. Et ça va quand même être super cool. Parce qu'effectivement, parfois, je crois que c'était pour... Comment il s'appelle? Totsi? Je ne sais plus, là, le chasseur retrouvé dans la montagne. Otsi. Enfin, voilà. Il me semble qu'au début, les images, c'était des radios et qu'on voyait qu'il avait un projectile, en lui, mais je crois que c'était pas très clair. Et le jour où on a pu faire une imagerie 3D, on a pu localiser Otsi. Merci Ribeuse. Otsi, merci Esclave. Chips.
on a pu localiser exactement et voir exactement ce que c'était, la pointe de flèche, où est-ce qu'elle était, à quel endroit, et du coup, faire de nouvelles conclusions. Donc, l'imagerie 3D peut être vraiment un game changer, entre guillemets, dans la recherche, surtout en archéologie, quoi. Donc, trop cool, quoi. Donc là, on a un petit pied à coulisses pour mesurer, on dirait une tête... os de la hanche, ouais, j'allais dire, c'est le cotyle fémoral. C'est ce que je vous montrais, tout à l'heure. C'est... hop, non, c'est pas là. C'est là, tac, tac. C'est ici qu'ils sont en train de mesurer. Je crois, hein, j'ai l'impression que c'est ça. Là, je vois un creux, j'aurais tendance à dire que c'est ça, mais je suis pas sûre. L'environnement est ultra high-tech, mais la manip, comme souvent, a un petit côté artisanal. Et ouais, on fait des fois, hein, des fois, on a plein de technologies et au final, tu utilises un pied à coulisse pour mesurer, quoi. Voilà. Ça avait vraiment de drôles de noms à l'époque, ouais. Copier pour avoir merci aussi. Merci, Colébrigan. Donc Samuel Bédécarat découpe méticuleusement des morceaux de mousse. Et oui, des fois, juste en recherche, vous découpez de la mousse. Ceux-ci serviront à caler l'os dans un tube que le chercheur placera dans le scanner. Et oui, on bricole, on bidouille pour pouvoir tenir l'os en place avec de la mousse, quoi, tout simplement. L'os sera alors bombardé de rayons X pendant environ 1 heure. Alors, je suppose de façon assez spécifique pour avoir une image assez précise. Le chercheur récupère ainsi 1000 à 2000 clichés. Il les retravaille ensuite numériquement pour obtenir une représentation 3D de l'objet scanné. Alors, autant vous dire que moi, ça m'est arrivé. J'avais ce que j'appelais un scanner 3D pour éventuellement des fois faire des scans de parties du corps pour fabriquer un appareil. Mais déjà, ce n'était pas du rayon X et puis ce n'était pas aussi ultra tech. Hein. C'est la reprise du slogan. Attends. Ah, ça y est, je l'ai. Je cherchais quel était le produit vendu et ça m'est revenu malheureusement. Mais encore une fois, l'importance de la précision des clichés peut faire une grosse différence entre passer à côté d'une information importante et avoir la clé, quoi. Et avoir, je dirais, une réponse ou une piste. Parce que les réponses, c'est toujours un peu compliqué en archéo d'être peut-être parfois affirmatif. Retracer, par exemple, ce qui est arrivé à Otzi, on n'a que des hypothèses, mais on n'a pas de certitude. Ces différentes étapes prennent beaucoup de temps. Avant chaque analyse, il faut régler le scanner en fonction de la nature et de la forme de l'échantillon. Les dents sont plus denses que les os, par exemple. Puis compter plusieurs heures pour extraire des données, les images 3D qu'il faut ensuite interpréter. Donc on voit que c'est tout un travail. Ça me fait un peu penser aux images du télescope Hubble. Quand on voit, nous, les images finales et qu'on dit « waouh, elles sont belles », on se rend compte que c'était pas qu'une seule image, que ça a été plusieurs images prises par le télescope dans différentes longueurs d'onde et qu'on a dû ensuite retravailler, resuperposer pour avoir l'image globale. C'est un petit peu la même chose, mais cette fois-ci avec une autre technologie et en 3 dimensions, où on a des images, on a des données, mais qu'il faut retravailler pour avoir les informations et faire de la 3 dimensions derrière, quoi. Ouais, c'est ça, s'en souvenir. Ah, rien, ouais. En même temps, c'est le but, hein, tu te souviens de la marque, quoi. Dans sa base de données, Samuel Bédécarat a maintenant des centaines de représentations de restes humains en 3D. Il va pouvoir les mesurer précisément, déterminer l'épaisseur des os et en examiner l'état intérieur. Alors, l'état intérieur, dans certains cas, ça va être par rapport à des pathologies, par rapport aux contraintes qui ont été mises sur ces os,
par rapport à peut-être la densité, la moelle osseuse. Dans le cas, par exemple, du cerveau, enfin de l'encéphale, de la boîte crânienne, ben, connaître justement dans les images les plus précises, on peut même repérer les vaisseaux qui sont... Enfin, on peut voir dans l'os, entre guillemets, la trace des vaisseaux qui passaient à certains endroits. Et donc, avoir des informations aussi là-dessus. Enfin, pour vous dire que tous ces détails-là ont leur importance et vont nous apporter un paquet d'informations. Et établir un référentiel. Ce qui permettra de préciser, par exemple, si un individu a beaucoup sollicité ses membres supérieurs, donc ses bras, ou est anormalement petit, ou a peut-être été mal nourri, ou a souffert de maladies. Effectivement, ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi à travers les os, l'alimentation, parce que là, il y a les os et il y a les dents aussi. Et ça permet d'avoir vraiment pas mal d'infos. Ah oui, un fémur humain est scanné dans un microtomographe pour le modéliser en 3D. Ok. Donc c'est un truc à radio, mais hyper précis, quoi. Direction maintenant le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, l'AMPEA. On voit qu'ils voyagent un petit peu quand même. Hein. Ils restent pas au même endroit. Ils vont là où se trouvent les outils nécessaires, quoi. À Aix-en-Provence. Là, Gwenaël Good et son équipe récupèrent des échantillons des ossements et réalisent des prélèvements sur des dizaines de dents. L'intérêt de ce matériel archéologique est inestimable. Une dent comporte différentes parties, minérales et organiques, qui fournissent chacune des informations complémentaires sur l'individu, l'environnement dans lequel il a évolué, son mode de vie, son état de santé, etc. Effectivement, il me semble qu'à travers rien qu'une dent, ils peuvent arriver à déterminer au travers de la détection notamment de molécules chimiques, je crois, d'isotopes ou de choses comme ça, enfin d'atomes même, l'environnement dans lequel vivait l'individu, à travers d'autres choses, éventuellement ce que mangeait l'individu, quel était le régime alimentaire. Enfin, ils peuvent tirer à partir d'une dent vraiment énormément d'infos. Et ça, c'est pareil, je crois que c'est des techniques qui sont nouvelles, avec des instruments qui permettent ce genre de choses, mais les informations, elles sont hyper importantes pour comprendre, quoi. Une analyse par couche. En surface de la dent, peut-être que ça va être expliqué, j'aurais spoil, ou que peut-être même on va se rendre compte que j'ai dit n'importe quoi. Une analyse par couche. En surface de la dent, l'émail contient 95% de substances minérales. Sans le tissu, c'est le tissu le plus dur de l'organisme. Donc, l'émail, 95% de substances minérales, tissu le plus dur de l'organisme. Je suis surpris que ça passe encore par des prélèvements. J'aurais cru qu'on serait plus, à l'heure actuelle, sur des scans, analyse de densité et compagnie. Alors, pour certaines choses, on peut le faire comme ça. On peut regarder les densités, scanner, mais il y a des informations où, pour pouvoir les avoir, tu es obligé de faire des prélèvements, en fait. Et je pense pour toute la partie, notamment chimique, recherche d'isotopes, un scan ne peut pas te donner ça. Alors peut-être qu'un jour ça arrivera. Du coup, je fais le parallèle avec l'article sur les xénobots qu'on a vu, où il disait peut-être qu'à terme, on pourra avoir des xénobots qui, selon le type de surface sur lequel, enfin l'élément sur lequel ils passent et le type de surface vont changer de couleur, si c'est telle molécule ou telle molécule, peut-être que ça viendra un jour. Mais aujourd'hui, pour l'instant, notamment pour faire de l'analyse, je pense de l'analyse avec des spectromètres ou des choses comme ça, j'aurais tendance à dire que tu es obligé de faire du prélèvement. Ouais, c'est pour les analyses chimiques, en fait. C'est pour les analyses chimiques. Donc, ça, le chimique, tu l'auras pas avec juste un scan, quoi. Donc, en surface de la dent, l'émail, 80% de substances minérales, tissu plus dur de l'organisme, grâce à des analyses de composition isotopique.
on y retrouve des informations sur la zone géographique traversée par l'individu depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc vous imaginez, vous avez une dent, vous faites un prélèvement, vous faites une analyse de la composition isotopique. Donc les isotopes, c'est ça, les éléments chimiques que vous y trouvez. Et vous savez à partir de ça, de son enfance à sa mort, quelle zone géographique il a traversée. C'est une information énorme, énorme en fait, quoi. Sous l'émail, la dentine est un tissu organique plus poreux. Il se prête à une analyse des composants chimiques qui se sont figés dans le collagène quand la dent a terminé son développement. C'est là que l'on déniche des informations sur le régime alimentaire de l'individu et sur certaines pathologies qu'il a développées. Donc en fait, je ne vous disais pas des bêtises. Dans une dent, vous pouvez connaître la localisation géographique et le régime alimentaire d'individu. L'effet des dents vendent vos données. C'est vrai que c'est un peu ça. La petite souris qui vend vos données, putain. Mince alors, oh non, oh non. Pourquoi toi, la petite souris, pourquoi tu nous as fait ça? Mais c'est, enfin, encore une fois, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, c'est génial. Et ça, encore une fois, c'est des infos qu'on n'avait pas avant. C'est Mickey, la petite souris, rien à voir avec le sultan Soleil. Donc, ils auraient pu retracer le parcours de Phileas Fogg rien qu'avec une de ses dents. Le nom me dit quelque chose, mais je l'ai pas. J'ai pas la ref ou j'ai plus le cerveau pour. Au centre, alors peut-être qu'ils arrivent à avoir encore une info que j'avais pas. Au centre, la pulpe dentaire est composée de tissus nerveux et de vaisseaux sanguins. Elle bénéficie d'une importante protection, ce qui confère à l'ADN pulpaire une grande fiabilité, presque autant qu'à celle de l'os pétreux qui se trouve derrière l'oreille. Alors celui-là, je ne l'ai pas. Pour établir le profil génétique d'un individu. Donc ça veut dire qu'en gros, au cœur de la dent, la pulpe est tellement bien protégée que si vous arrivez à faire un prélèvement à cet endroit-là et à récupérer de l'ADN, il y a des chances que c'est Jules Verne. Ah, ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis pas une grande connaisseuse. Mais vous allez avoir un prélèvement qui sera fiable et a priori un bon prélèvement, quoi. Bien sûr, ça dépend toujours des conditions de conservation de la dent, etc. Mais voilà, vous avez zone géographique, alimentation et ADN. Tout ça en une dent. Enfin, en une dent. C'est ce que permet, en tout cas, les dents permettent de retrouver, d'avoir ça. Alors, l'os pétreux, c'est celui-là, là? Os temporomandibule, machin, mais c'est pas ça. Mais acoustique, caille temporale. Ok. C'est l'os qui est par là, c'est ça? J'ai l'impression que c'est celui-là, là. Partie semeuse, processus mastoïde. Ok. Si... Je vais aller voir si on pouvait le voir sur mon... Hop. J'ai l'impression que c'est cette partie-là, là. Mais j'ai pas vraiment d'infos. Est-ce que de ce côté-là, c'est marqué? Méa acoustique, ouais. En fait, c'est l'os pétreux, c'est plusieurs parties de... J'ai l'impression de l'os temporal. Et ça regrouperait partie tympanique, méacoustique, stylomastoïde. Voilà, c'est par là. Et ça, c'est juste derrière l'oreille. Voilà. Hop.
J'en étais où? Touk, touk, touk. L'ADN, donc la pulpe, grande fiabilité pour établir le profil génétique d'un individu. Enfin, lorsque des reliquats de tartre fossilisés sont présents, on peut y retrouver traces de toutes sortes de virus et de bactéries, mais aussi de pollen, de parasites, voire de petits insectes, ou encore des micro-restes alimentaires, amidons de céréales ou d'autres résidus de végétaux, phytolithes. Donc, le tartre, il kiffe aussi. Donc, on a encore, encore une fois, là-dedans, 4 informations dans une dent, grâce à l'émail, zone géographique, à, c'est quoi? C'est la dentine, régime alimentaire, la pulpe, l'ADN et le tartre. Virus, bactéries, là, c'est un peu au choix, quoi. C'est un peu, voilà, tout ce qui est passé dans la bouche ou qui a été pas loin, bactéries, virus, pollen, etc. Et ça, et ce sont bien sûr toutes ces informations, hein. J'en souris un peu, mais elles sont, elles sont très importantes. Donc là, on a une dent coupée. On l'a prise, on l'a coupée et on peut voir sa face sagittale, hein, sur le côté. On voit là le dessus de la dent avec l'émail. Je suppose qu'on a la dentine. Et puis au cœur, on aurait la pulpe. Après, je suis pas spédant. Hein. Ils sont devenus tout rikiki au cours d'évolution chez les primates. L'os pétreux? Ok. Coupe d'une molaire d'une femme du néolithique au vu d'analyses isotopiques. Celles-ci apporteront des informations sur l'environnement dans lequel vivait cette femme. L'environnement de façon générale. L'os le plus petit du squelette aussi, j'ai un doute, parce que tu as les sésamoïdes qui sont... Alors, tout le monde n'a pas les mêmes sésamoïdes, mais tu as des sésamoïdes, des tout petits os. Alors, la rotule est aussi un sésamoïde, qui est gros, mais on a des tout petits os qu'on appelle des sésamoïdes. Tu as aussi les os de l'oreille avec l'étrier. Pour moi, c'est l'étrier, le marteau et l'enclume qui sont les os les plus petits du squelette. Et même qui sont plus petits que les fameux sésamoïdes des mains ou des pieds auxquels je pensais. C'est dans la région de l'oreille aussi. C'est l'oreille. Hop, je crois que je peux les avoir. Je crois qu'on peut les voir. Je cherche. Hein. Vous voyez pas, mais je cherche. Est-ce que... Ouais, ici. Ici. Tac. Hop, j'ai trop... Donc là, on est au niveau de l'oreille avec la membrane tympanique. Hop, désolé pour les zooms. Ici, on a le vestibule, le cochlée, les canaux semi-circulaires, donc qui permettent l'équilibre. Et on a juste derrière la membrane tympanique le marteau, l'enclume et l'étrier qui est... Attends, je vais virer celui-là. Hop, et l'étrier qui est juste là. Et ça, c'est les 3 plus petits os du corps humain. L'étrier a l'air d'être même plus petit que les 2 autres. C'est ce que je voulais dire en fait. Mais c'est ce que... En fait, quand j'ai fini par tilter à ces os-là, je me suis dit que c'était à ça que tu pensais. C'est pour ça que non, l'os pétreux, c'est un os qui fait partie de la boîte crânienne, visiblement. Donc voilà. Hop. Calendrier de croissance. On comprend que ces vestiges fassent l'objet d'une attention croissante. Est-ce qu'ils ont essayé de faire un jeu de mots, vous croyez, avec calendrier de croissance? Bizarre. Aujourd'hui, en étudiant une deuxième molaire permanente, M2, celle qui commence à se former chez les enfants entre 24 et 36 mois, Gwenaëlle Good obtient des informations sur l'individu entre environ 2 ans et 16 ans. Si elle étudie la troisième molaire permanente M3 du même individu, elle recueille des données sur une autre période de la vie de celui-ci, entre 8 et 18-20 ans. Donc vraiment, on a une précision grâce à ces dents.
sur l'évolution de l'individu qui est, j'allais dire inespérée, mais qui est, c'est pas inespéré, mais qui est fascinante. Par contre, j'ai pas compris. C'est Tata, deuxième molaire M3, commence à former chez enfant 22. Ah oui, elle commence à se former, mais elle te donne des infos entre 2 et 16 ans, et l'autre entre 8 et 18-20 ans. Nous connaissons le calendrier de croissance des différentes parties dentaires, détaille la chercheuse. Donc, en prélevant à l'horizontale de fines lamelles 1 mm d'émail, par exemple, donc à l'horizontale, hop, ça va être comme ça, donc dans du coup des coupes transversales, logiquement. De fines lamelles 1 mm d'émail, par exemple, en bas, puis en haut de la couronne dentaire, j'aurai des informations sur l'alimentation du tout petit en haut, devenu adulte en bas. Il y a un truc qui me bug, mais peut-être parce que je vois pas comment il... une précision incisive. Ses os sont beaucoup réduits, il caractérise des lignes proches de l'humain. Voilà. Ah oui, effectivement, je crois que chez certains animaux... Ah, j'ai un... Mais non, mais c'est parce que je pense à l'os chez les poissons, mais au niveau de l'oreille. Donc j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Sont meilleurs que les miennes, je vous banne tous là-dessus. En bas, ce serait l'adulte, en haut, ce serait le tout petit. Ah, mais peut-être qu'elle parle à l'horizontale, mais dans le qu'elle pose sa que la dent, elle la voit pas à la verticale, mais qu'elle la pose à plat et qu'elle va couper comme ça, effectivement, en bas près du. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Non, mais je vois pas. Parce que moi, je croyais elle la mettait en haut et qu'à l'horizontale, c'était comme ça. Mais du coup, en bas, l'adulte, en haut, l'enfant, ça me paraît, le tout petit, ça me paraît pas logique, mais je dois mal voir comment elle dit, comment elle parle de ça. En tout cas, ça permet quand même de différencier, d'avoir des infos à différentes sur une dent, on peut avoir des infos à différentes étapes de la vie de l'individu. En revanche, si je réalise un prélèvement vertical, j'obtiendrai un signal chimique moyenné sur plusieurs années de l'individu. Ok. C'est logique, c'est soit tu tapes précisément dans les couches, soit si tu tapes en plein milieu de toutes les couches, tu vas avoir effectivement une moyenne sur toutes les années. Souvenir encore de Julien Benoît qui reconnaît les traces de l'évolution à partir du seul crâne, depuis les crâniates jusqu'aux hominidés. Ok, voilà, là je t'avoue que je ne connais pas. Au fur et à mesure que la dentine se forme. Mais la dentine, c'est peut-être que je vois, parce que moi j'imagine la pousser vers le haut, mais peut-être que c'est un peu plus subtil que ça, la façon dont la dent va se former, c'est peut-être ça. C'est peut-être moi qui n'ai pas ça en tête, ou juste que mon cerveau, il n'est pas parti dans le bon sens. C'est un peu comme de lire l'âge d'un arbre grâce au cerne, l'anneau de croissance du tronc. Les chercheurs peuvent ainsi connaître le temps de l'allaitement exclusif, puis estimer à partir de quel âge un enfant a été sevré et ce qu'il a mangé au cours de sa croissance. Ouais, mais que ce soit un paléontologue, ça, j'avais pas trop de doutes, mais je connais pas les crâniates et jusqu'aux hominidés, je suis pas une spécialiste forcément de la préhistoire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt les os, un peu l'évolution du squelette, et voilà. Comme la dent pousse vers le haut, le premier contact avec des aliments s'est fait sur la partie haute de la couronne. La partie basse sont exposées plus tard. Ah, en sortant de la gencive. Ah. Ok. Merci, Obli. Ah ouais, ok, ça y est, maintenant c'est logique. Toutes les pièces du puzzle. Il me manquait une pièce du puzzle.
Il manquait une pièce de puzzle. Donc effectivement, si la dent, elle pousse au fur et à mesure, effectivement, le haut sera exposé quand enfant, et plus la dent va pousser, le bas sera effectivement exposé à l'âge adulte. Ah là là, mais oui! Oui, parce que si on parle des dents de sagesse qui poussent plus tard et qui mettent du temps. Ah! Ah là, ça fait psh dans ma tête, genre, ok. Merci beaucoup. Ah, j'avoue que j'étais frustrée de ne pas avoir compris. Dans le développement, c'est plus spécifique. Oui, bah oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Après, j'aime beaucoup l'histoire, ces trucs-là, mais c'est vrai que j'ai du mal à retenir les termes, les trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment une question d'intérêt et de moi où je remets de besoin des briques de besoin de briques dans l'histoire que j'ai envie de retenir aussi. Et du coup, c'est des périodes qui m'intéressent, mais je retiens pas parce que c'est intéressant, c'est cool, mais les briques dans mon intérêt spécifique, c'est pas grave si elles sont floues et voilà quoi. Et s'il y a quelques trous quoi, ça ne m'empêche pas de comprendre ce que j'ai envie de comprendre. Mais voilà, après c'est moi hein, et c'est ma façon de fonctionner. Hein. Tac, tac, tac. J'ai fini là. Hop, tatata, qui a mangé. Ok. Un coffre-fort biologique. Plusieurs étapes sont toutefois nécessaires avant d'arriver aux informations que referme ce véritable coffre-fort biologique. Vous ne verrez plus vos dents de la même façon. Gwenaëlle Good commence par insérer la dent dans une résine pour la découper. C'est un métier. Il faut avoir du doigté, mais pas trop de force. Et si la dent se coupe comme du beurre, c'est que son état de conservation est mauvais. Oui, parce que c'est censé être costaud et solide normalement. La chercheuse place ensuite la dent dans une solution chimique pour la déminéraliser. Comptez 3 à 10 jours, hein, à feu moyen, thermostat 7. Non, pas du tout. Comptez 3 à 10 jours selon la taille de l'échantillon. Et je m'étouffe après ça. Je peux pas te dire de bêtises, je m'étouffe sinon. Afin d'en extraire un fragment de collagène. Celui-ci sera pesé sur une microbalance, puis inséré dans une toute petite capsule d'étain. L'échantillon est alors prêt pour une analyse isotopique. En analysant des éléments chimiques comme le soufre, le strontium, l'azote, le carbone ou l'oxygène, conservés dans les restes de fossiles humains, on peut obtenir des informations sur les environnements dans lesquels ont vécu ces individus. Et article à suivre sur l'histoire des femmes du néolithique. Voilà, voilà. Et bonne nuit. Non, je déconne. Non, là, c'est vraiment, on voit encore une fois tout le parcours, le tracé de comment la recherche se fait, en fait. On est en train de suivre tout le processus et en ayant aussi quand même les explications de qu'est-ce qu'on trouve à quel moment, pourquoi on fait ce processus-là, pourquoi on regarde les os, comment on les regarde, pourquoi on regarde les dents, pareil, comment on les regarde, qu'est-ce que ça nous apprend. Et c'est hyper intéressant. Et j'avoue que donc dans le 2 à suivre, les aventurières donc apparaître vendredi 16 janvier 2026.